Alors bonsoir à toutes et à tous. Au nom du BPEV, qui est donc le Bureau cantonal de l'égalité, je vous souhaite la bienvenue à cette soirée et à cette table ronde. L'importance des rôles modèles n'est plus à démontrer, que ce soit en politique ou en matière ou dans des métiers considérés à tort comme masculins ou féminins. Le fait de pouvoir bénéficier de modèles permet aux jeunes filles ou aux jeunes femmes de s'identifier et de se dire que c'est possible. On l'a vu hier soir à la table ronde, également soutenue par le Bureau, sur les femmes et le web, avec l'expérience des youtubeuses, et nous le verrons aussi ce soir, je pense, avec les développeuses et designeuses de jeux vidéo, qui sont des métiers MINT. MINT étant le sigle pour mathématiques, informatique, sciences naturelles et techniques. Des métiers pour lesquels le canton a un plan d'action pour promouvoir les filles dans ces carrières. Je remercie les créatifs pour cette très belle collaboration, les participantes à cette table ronde pour partager avec nous leur expérience, et puis à vous toutes et tous d'être présents ici ce soir. Je vous souhaite une belle soirée qui pourra être suivie par la Game Night, et puis merci. Merci beaucoup. Je voudrais aussi inviter Christine Maté qui représente Pro Helvetia. Bonsoir. Alors moi je voulais juste vous parler un peu de pourquoi Pro Helvetia s'intéressait à cette thématique ce soir. Et en fait, lorsque j'ai commencé à travailler chez Pro Helvetia en 2009, la Fondation Suisse pour la Culture commençait à peine à s'intéresser aux jeux vidéo. Notre équipe avait pour mission d'identifier et de mettre en valeur les valeurs artistiques des jeux vidéo. Et puis 8 ans plus tard, vraiment, on voit que les choses ont beaucoup avancé. La dimension esthétique, la force narrative des médias interactifs, la qualité de leur contenu n'est plus à prouver. Et par exemple, le 26 octobre, peut-être vous avez vu dans Le Temps, la première page était dédiée à un jeu vidéo qui était attendu sur la scène internationale. Et l'article qui s'y intéressait parlait de ses références, de ses influences, analyser l'œuvre comme on l'aurait fait pour le dernier Scorsese qui venait de sortir au cinéma, quoi. Donc, waouh, quel chemin parcouru, pas seulement en termes de discours au sujet des jeux vidéo, mais aussi en termes de développement de la scène. Il y a 10 ans, il y avait une petite dizaine de studios en Suisse. Aujourd'hui, ils sont plus d'une centaine. Donc, il y a vraiment un boom. Et puis, ce boom, il est aussi... les femmes ne sont pas étrangères à ce boom du jeu vidéo en Suisse. Elles représentent aujourd'hui à peu près la moitié des joueurs. Et puis... aussi au niveau de la production, du développement de la scène, elles sont très importantes, notamment en Suisse. Je vous donne quelques exemples. Elles sont représentées au sein de l'Association suisse des développeurs de jeux vidéo. Elles sont régulièrement invitées comme speakers et gagnent des prix grâce à leurs jeux sur des plateformes internationales. Elles sont à la tête de studios ou de start-up qui sont des références dans leur domaine. Je pense à Strayfound Studio à Zurich, par exemple, ou EPLAB à Genève, qui est issu de la HED, ou encore Artanim, qui est vraiment une référence en matière de réalité virtuelle, même au niveau international. Et il y en a même une d'entre elles qui a été retenue cette année comme l'une des 100 personnes les plus influentes en matière de digital en Suisse. Donc le rôle des femmes est important. Ça n'empêche pas que concrètement, dans le milieu du jeu vidéo, aujourd'hui, elles représentent 15% des personnes actives, au niveau international en tout cas. Donc on est loin de la répartition équilibrée qu'on a dans les joueuses et les joueurs. Et en Suisse, on ne connaît pas encore vraiment les chiffres. On n'a pas de statistiques, combien de femmes sont actives dans ce domaine-là. Mais du côté de Pro Helvetia, on peut vous dire que quand on envoie des studios à l'étranger, en général, un tiers des studios sont féminins. Et quand je pense féminin, c'est-à-dire que ce sont des studios qui sont composés à moitié par des femmes, ou moins. Et notre expérience sur le terrain, elle montre aussi qu'on a souvent l'impression que nos studios sont plus féminins que ceux des autres pays. Donc on s'est demandé un peu pourquoi. Alors, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de base statistique à tout ça, c'est une hypothèse. Et on s'est demandé si ce n'était pas lié au fait qu'en Suisse, l'éducation pour le jeu vidéo a plusieurs portes d'entrée. Soit par la voie technique, informatique, code, etc., mais aussi par la voie design et les écoles d'art. D'ailleurs, l'école d'art de Zurich nous a dit qu'ils avaient souvent plus de femmes qui s'intéressaient à leur formation que d'hommes. Donc la question du genre s'impose comme un critère d'analyse pertinent, comme une question à creuser, dans l'univers du jeu vidéo, mais aussi dans le reste des arts, Anne-Claire l'a dit tout à l'heure.
Et je pense que c'est particulièrement pertinent aujourd'hui aussi grâce à la nouvelle dynamique qui s'est installée dans le discours féministe et le discours sur le féminin. Les institutions intègrent de plus en plus cette dimension. Pro Helvetia, d'ailleurs, n'est pas en reste. Notre directeur, M. Philippe Bischoff, a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de mener une réflexion de fond sur ce sujet des genres et d'engager la Fondation sur ce terrain. Et donc la manifestation de ce soir, elle est pour nous doublement intéressante et doublement importante. C'est non seulement une plateforme pour mettre en valeur les créations des designeuses, des game designers suisses, dans un contexte dédié à la créativité et à la culture, ce qui vient réaffirmer une fois de plus cette dimension esthétique, narrative et même parfois poétique des jeux vidéo. Vous pourrez le voir en bas à la Game Night par la suite. Mais c'est aussi pour nous l'occasion de nous pencher sur ces questions de genre et la place des femmes dans la création culturelle de notre pays. Donc voilà, au nom de Pro Helvetia, j'aimerais remercier les créatifs de rendre cet événement possible, à toute l'équipe de Anne-Claire Adé et Benoît qui était qui était le coordinateur, et aussi à vous qui êtes là ce soir pour en discuter avec nous, au BPEV qui nous soutient et soutient l'événement avec nous, qui nous soutient pas, mais qui soutient l'événement avec nous, et puis aussi aux créatrices et aux spécialistes qui sont ici, parce que c'est avec leur vocation, avec les jeux qu'ils font, qui inspirent d'autres personnes, que petit à petit cette question évolue et peut-être qu'un jour ce débat sera peut-être obsolète, qui sait. Donc je vous souhaite une magnifique soirée, et puis si jamais vous voulez suivre l'évolution des jeux suisses, vous nous retrouvez sur les médias sous la bannière des Swiss Games. Voilà, je vous invite à nous suivre, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Je poursuis un instant les remerciements. Son nom a été cité, mais c'est Benoît Renaudin qui a coordonné la mise en place de cet événement et je voulais vraiment le remercier. Le panel sera en français et en anglais. Nous avons 2 interprètes ici, Marie Delutz et Radhika Garland, qui assurent la traduction et donc je voulais les remercier également. Et puis je vous laisse entre les mains de Alexia Mathieu, qui est la responsable du Master Media Design de la HEAD, de la HED, qui va animer cette soirée. Et puis on se retrouve tout à l'heure à l'issue de la discussion, donc pour découvrir les jeux qui seront vous présentés par leurs créatrices, donc au Café La Réplique en bas. Très bonne discussion. Bonsoir, je suis ravie d'être la modératrice de cette table ronde. Et ce qu'on s'était dit ce soir, c'était qu'on avait envie de discuter des problèmes de mixité dans cette industrie, mais aussi surtout parler des solutions qui existaient pour les personnes qui ont envie de faire carrière dans cette industrie. Et puis de passer un petit moment aussi pour que Marion, que toutes les expertes ce soir puissent partager avec vous leurs jeux et leurs derniers projets. Mais d'abord, donc c'est vraiment un plaisir pour moi de présenter les intervenantes de ce soir. Ayane Stempli, donc c'est une développeuse et game designer basée à Zurich. Son dernier jeu, Between the Lines, a été sélectionné pour le Ludicious Business Accelerator programme. Et Between the Lines, c'est un jeu de simulation de rencontres pour la communauté LGBTQ. Et j'ai hâte justement qu'elle nous en présente un peu plus par la suite. Cassandre Poirier-Simon, donc c'est une interaction designer et spécialiste dans le domaine de narration et d'expérience numérique. Tu me corriges si c'est ça, ok. Tu es également la co-coordinatrice de la médiation culturelle numérique pour les bibliothèques municipales de Genève. Et puis ce soir, tu vas aussi partager avec nous tes derniers projets comme La Terre de Luna, qui est une série de romans d'aventure et d'éducation destinés aux adolescents qui abordent les défis auxquels nous sommes confrontés au XXIe siècle. Sandrine Mézou, donc tu es surtout là ce soir pour représenter l'association Women in Game, qui est donc une association qui œuvre pour la diversité dans l'industrie du jeu vidéo en France. Et enfin Marion Bareil, créatrice de jeux vidéo, directrice artistique et cofondatrice de Tourmaline Studio, qui est un studio digital basé à Genève qui crée de nouvelles expériences de jeux qui mêlent le tangible et le numérique. Et puis tu vas nous parler de ton dernier jeu Oniri, qui vient tout juste d'être commercialisé, donc félicitations. Et je dirais que, pour commencer, je voulais d'abord m'adresser à toi, Sandrine, et j'avais envie que tu nous donnes que tu nous aides à comprendre le contexte dans lequel on se trouve dans cette industrie aujourd'hui, et de donner, je dirais, un aperçu de la situation à laquelle les femmes sont confrontées dans l'industrie du jeu vidéo. Et puis, mon autre question, ça serait, qui serait ouvert à toutes, est-ce que vous avez le sentiment que finalement, oui, il y a du progrès, la disparité diminue, ou alors est-ce que le travail ne fait que commencer ?
Bonsoir, vous m'entendez? Merci Alexia. Alors effectivement, je vais vous présenter des chiffres qui sont des chiffres qu'on a officiellement maintenant, mais en France, sont les sociétés du baromètre SNJV, qui est le syndicat national des jeux vidéo. Alors sur un aspect peut-être pas très loin de ce qu'on a entendu tout à l'heure, puisqu'on sait effectivement qu'en France, 47% des joueurs sont des joueuses. Et en termes de baromètre, on évalue la représentation des femmes dans les studios, leur représentation dans les écoles de développement et dans la partie édition. Donc là, on a des chiffres qui sont déjà assez différents. Côté studio, en moyenne, c'est 15%. Ça peut paraître faible, 15%, mais en fait, c'est déjà beaucoup. On en parlait tout à l'heure. On a quasiment doublé en l'espace de 10 ans. Donc, je réponds déjà en partie à la deuxième question, mais j'y reviendrai. Au niveau des écoles, c'est 25% de jeunes filles. Mais alors parfois elles disparaissent après. On a remarqué ça aussi, hein, ne serait-ce que quand on fait le pendant avec les studios. Et puis côté éditeur, alors là on a atteint la mixité puisque l'année dernière 50% sur la partie édition étaient des femmes, 50% étaient des hommes. Mais là on constate qu'il peut y avoir encore des disparités selon les services, selon les métiers, peut-être selon le niveau de responsabilité encore. Voilà, donc là aussi il y a peut-être encore des choses à faire, même si le chiffre est déjà a priori très bon. Donc pour répondre à la deuxième question, à savoir effectivement si c'est quelque chose qui évolue ou si c'est le début, j'ai envie de dire les deux en fait, parce que côté studio et représentation des caractères féminins, c'est ce qu'on se disait aussi tout à l'heure, ça fait des années qu'on voit des caractères féminins très bien représentés, qu'on a des jeux où effectivement le personnage est libre, où on peut même choisir ses attributs, on peut le personnaliser, et il y a beaucoup de studios depuis longtemps où vous pouvez choisir votre personnage, etc. Ça évolue encore, mais ça existe déjà. Là où je pense que c'est en même temps que le début, c'est que, par exemple, les éditeurs se sont organisés aussi, et au-delà de ça, puisque je parle pour le compte de Women in Games France ce soir, l'industrie en elle-même s'organise justement pour améliorer la représentation et la représentativité des femmes. Women in Games France, qui est dans la lignée de Women in Games qui existe dans d'autres pays d'ailleurs, bien qu'elle soit indépendante, œuvre pour l'amélioration de la représentation et de la représentativité des femmes au niveau de l'industrie de façon générale et est soutenue par tous les éditeurs. Elle est soutenue par le CEL, qui est le syndicat national des éditeurs de logiciels ludiques. Elle est soutenue par SNJV. Et cette industrie, cette représentation, en tout cas au niveau national, pour améliorer la représentation des femmes, elle donne une dimension et elle permet de rayonner encore à un niveau beaucoup plus large pour effectivement porter ce discours et permettre que dans le futur, les choses aillent encore plus vite. Et du coup, je serais intéressée d'avoir l'avis de Marion, peut-être en tant que créatrice de jeux vidéo. Est-ce que toi, tu as dû, ou peut-être à Yanné également, est-ce que tu as dû faire face à des stéréotypes ou des obstacles en particulier lorsque tu as construit ta carrière ? Allô, oui, vous m'entendez? Oui, c'est une bonne question. Alors, moi, je n'ai pas commencé ma carrière dans un gros studio ou même un studio de jeux vidéo dont je n'étais pas la fondatrice. Du coup, c'est un parcours un peu particulier, je pense. J'ai tout de suite cofondé un studio avec mon associé Camille Attard. Et alors, c'est vrai que, par exemple, quand on se rendait dans des événements, dans des salons, des festivals, c'est pas toujours évident de faire comprendre aux gens que oui, c'est nous qui dirigeons le studio, c'est nous qui prenons les décisions et voilà, ça devrait être normal d'être reçu tel quel, on va dire, par les gens de l'industrie. C'est vrai que j'ai eu droit à des « vous êtes la stagiaire, est-ce que who's in charge here ?» Enfin voilà, des choses un petit peu... ça allait pas forcément de soi. Mais bon, on répond et puis on s'adapte. Je pense qu'en tant que femme, en fait on apprend beaucoup à s'adapter dans le milieu. Peut-être à cause de ça. Mais voilà. C'est ce qu'on appelle l'effet caméléon. Et du coup, en tant que joueuse ou créatrice de jeux vidéo, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour activement ou concrètement changer le statu quo ? Peut-être Cassandre ou Ayané, si vous avez une opinion là-dessus. Non.
I think there is a lot that can be done by the community and by the developers, of course. I mean, it's very important to, when developing, look at the audience, look who will play a game that you will make, and then take into consideration what kind of characters or topics do they may want to have into the game, and not just your own interests have to flow into the game, but also those of others. And in the past, there may have been women often overlooked because of a majority of developers being, of course, male, as it started out in IT primarily. The game started as a very technological product, but they become so much more. And all kinds of people, all kinds of ages engaged with games, and therefore I think it's super important to know your audience and interact with your audience to find out what they want besides of the things what you want, and then offer them that. And that's of course inclusion of all kinds of people. I'd be curious to know if you what kind of video games would you like to see made, and if you think there's any genre that is currently being overlooked that you think could be more developed or more explored by the video game community? I wouldn't say that there is a type of game that is overlooked or underrepresented. I would say more that there are many games that just forget a part of its audience or of its a part of its potential audience, and many games start to adapt, and some do this already wonderful and bring in topics of LGBT already and make that part of a game. I mean, if an RPG, for example, it's a role-playing game where you play through a story and experience something and interact with a lot of characters in that world, it just makes sense that there will be people of the LGBT group. And I think that's something that games where it makes a lot of sense should include that more and more, and give the players the option of that. One does not have to force the player to have to go down that road, but to offer it. And I think that's very important, to just have as a player, to have the options to engage with that if you want that. Et du coup, ça m'amène à une autre question. Pour vous, est-ce qu'il y a des personnages de jeux vidéo ou des studios ou des jeux en particulier qui ont vraiment changé le statu quo, qui ont vraiment fait une différence dans l'industrie par rapport pour représenter une audience plus large, que ce soit les femmes ou la communauté LGBTQ? Est-ce que je peux répondre à cette question? Et je vous passerai le micro après. Moi, je pense immédiatement aux Sims. Parce que ça fait des années qu'ils incarnent, pour moi, la liberté culturelle. Et ça, c'est quelque chose qui était déjà présent dans les fondamentaux du jeu, de la franchise, et ça l'est encore aujourd'hui. Je pense à d'autres jeux, que ce soit en tant que professionnelle ou joueuse. Je pense aux jeux de BioWare, Dragon Age, bien évidemment. Mass Effect, c'est flagrant. Moi, j'ai toujours été Capitaine Shepard femme. Voilà. Et aujourd'hui, et après, il y a aussi tous les jeux, bien évidemment. Ayana, il faisait peut-être référence, mais il y a des jeux aussi qui sont porteurs de personnages iconiques féminins. Donc là, je vais penser à Mirror's Edge, c'est le cas, et qui effectivement font des propositions là au niveau de la représentation qui sont bien différents de ce qu'on a pu voir il y a certaines années. C'est même le cas dans des jeux tels que Battlefield aujourd'hui, ou dans des jeux comme Star Wars Battlefront. Voilà, les représentations maintenant ont bien évolué. Voilà. Je pense aussi, au-delà de, par exemple, les Sims où on peut faire interagir les personnages comme on veut, ou décider de la représentation physique de notre avatar, de quel genre d'homme c'est, de quel genre de femme c'est, ou de quel type de personne c'est. Il y a aussi, au-delà de donc juste quelque chose de physique, les Sims, il va y avoir... Finalement, peu importe son physique, les personnages vont quand même interagir de la même manière. Alors que si on a des scénarios aussi plus narratifs, si on prend un personnage qui soit féminin ou masculin, peu importe, en fait, ça veut dire qu'ils vont aussi agir
de telle ou telle manière, avoir des buts et objectifs qui vont être plus spécifiques à vraiment son histoire personnelle. Et donc là, on peut aussi avoir plusieurs formes de projection narrative, de représentation même de, je sais pas, de sa propre histoire. Enfin, je pense, là, tu demandais quel jeu avait été iconique. Bon, c'est pas un jeu tellement iconique, mais quand j'étais petite, je jouais à King Quest 7. Il y avait donc c'est The Princeless Bride, et il y avait notamment le moment où celui que je préférais, donc on joue la mère et puis la fille. Donc il y a un chapitre sur la mère, un chapitre sur la fille, et elles essayent de se retrouver. Et en fait, dans le deuxième chapitre, la princesse se transforme en troll et puis elle est dans le monde des cavernes. Enfin, ouais, elle est vraiment dans les souterrains avec les autres trolls, et je trouvais ça vraiment trop cool. Je la préférais infiniment en troll qu'en princesse. Et je trouvais vraiment chouette toutes les interactions qui se faisaient avec les autres personnages. Et c'était quelque chose de beaucoup plus drôle que toutes ces histoires de princesses. Et du coup, c'est vrai que ça pose la question de la représentation. Ça me fait penser à Marlar qui parlait de Woman in the Fridge et de ces narrations très cadrées, d'aller sauver la princesse, ou de Miss Pac-Man qui a forcément des eyelashes et un nœud papillon. Et du coup, dans votre pratique à vous, en tant que conceptrice de jeux vidéo, comment est-ce que vous essayez de faire changer ces clichés ? Oui, ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Il y a aussi Anita Sarkeesian qui a fait une série Feminist Frequency où elle démontre justement un peu ces espèces de recettes toutes faites qu'on rencontre dans beaucoup de scénarios de jeux. Donc tu as parlé de la damsel in distress ou de la woman in the fridge. Ouais, c'est ça. C'est des choses qu'on a en tête. Enfin, moi, quand j'ai regardé justement la série Feminist Frequency, je me suis dit, ah oui, mais en fait, ça couvre quasiment toute la culture, en fait, le cinéma, la BD, les comics, le jeu. Et c'est vrai que nous, quand on a commencé à concevoir le scénario de notre jeu, d'Oniri Islands, avec mon associé, on s'est dit, il faut vraiment qu'on évite ce genre de choses. Et comment est-ce qu'on va créer nos personnages ? Quelles caractéristiques est-ce qu'on va leur donner ? Nous, on a créé deux personnages, une petite fille et un petit garçon. On a fait attention même à leurs vêtements, aux couleurs qu'on a choisies pour leurs vêtements, à leur caractère, ne pas faire des caractères qui soient très genrés. Donc oui, je pense que c'est vraiment, le diable est un peu dans les détails, en fait, choisir vraiment toutes les caractéristiques des personnages et puis de l'histoire, et de rien laisser au hasard, en fait. Je pense que c'est ça le truc. Maybe you could tell us more about your game Between the Lines, and in how you try to change those stereotypes in video games. Between the Lines is a dating sim, so it means you as a player engage with all kinds of characters and want to get to know them, have dialogues, and date them. This means that it's really important that the player has the choice. The player engages with these characters, and the player, we don't know who the player is. The player could be a man who likes men, could be a woman who likes women, it could be someone bisexual. And we want, in this dating game, to offer the player all these options, so it's super important that the characters, that there are different kind of characters and the player can engage with all of them. And because we want to represent also a lot of a huge variety of different characters as it is in reality in the game, the people you can date there are all kinds. There are women, there are male, there are some people that maybe don't know yet, and you engage them in this game, and some of them are tall, some are small, some have a little bit of weight on them, some are black, some are really bright, and it's super. Diversity is incredibly important in a game like this in today's society, because it is, if you don't feel represented, or the kind of person you'd be interested in real life is not existing in the game, then the game just doesn't feel like
a simulation doesn't feel like it just feels a bit silly then. And if you want to also have a serious topic to bring up within the game, you got to be realistic with the characters too, to some level. Of course, it's still a game, so you can have some silly times to lighten up the mood. But just as it is with an anime or a cartoon or something, you can bring up these serious topics when the characters are relatable, and for that you have to address all kinds of people. Concernant la diversité de représentation, si je voulais ajouter, donc là c'est pas une diversité genrée, mais je travaille avec toute une équipe sur un jeu vidéo qui s'appelle Citoyen Mitoyen et qui est un serious game pour lutter contre les stéréotypes liés aux Roms. Et on travaille donc avec plusieurs écoles, donc la HED, la HEP, le ESP, et puis on est une équipe de réalisation de ce jeu. Et en fait, on a dû pas mal travailler avec les enseignants de sciences sociales, essayer de comprendre justement qu'est-ce qui était important pour eux dans la diversité des personnages représentés. Donc, j'explique que les élèves jouent chacun un personnage, et ce personnage est inspiré d'une personne réelle. Et en fait, le but dans la tête des enseignants en sciences sociales, c'était justement de ne pas lier des stéréotypes aux personnes représentées. Donc, les femmes n'aient pas de robes longues et de bijoux, ni de foulard dans les cheveux, que les hommes n'aient pas des claquettes en plastique ou de chaînes en or, etc. Et en même temps, les réelles personnes qui sont représentées dans le jeu, il y en a qui avaient effectivement ces attributs-là. Et du coup, c'était assez compliqué parce que finalement, ça leur convenait qu'on représente des sortes de bonhommes patates ou des sortes de fantômes parce que ça gommait tout stéréotype, évidemment. Mais comme c'est un jeu vidéo adressé aux adolescents, ce mode de représentation, c'est assez dur de se projeter là-dedans. Puis ils ont une réelle histoire et des caractères, les personnes que l'on représente. Et donc, il a fallu trouver l'équilibre, justement, entre faire des personnes dans lesquelles on puisse se projeter, qui ont des caractéristiques, et en même temps, pas trop non plus... Enfin, ouais, c'est vraiment cette question de la diversité. Être le plus diversifié possible, sans non plus mettre des stéréotypes dans la tête des adolescents. Oui, et ça, je pense que c'est un bon point parce qu'effectivement, l'industrie et l'organisation qu'elle met en place avec des associations comme Women in Games, encore une fois, c'est aussi parce qu'elle ne sous-estime pas le rôle qu'elle doit avoir en termes de représentation de valeur. C'est une industrie maintenant qui a atteint une dimension à la fois économique, mais aussi en termes de joueurs, de nombre de joueurs qui est assez phénoménal. Et on sait que c'est que le début, puisqu'on voit les évolutions, notamment liées à l'e-sport, etc. aujourd'hui. Et c'est dans ce sens-là aussi qui a à la fois répondre, je suis complètement d'accord sur les attentes de joueurs et ce qu'on va proposer pour qu'ils puisse reconnaître lui aussi son immersion et qu'il ait du plaisir effectivement par rapport à ça dans son gameplay. Mais il y a aussi, on pense en tant que production culturelle, un enjeu des valeurs qui vont être reportées. Et ça, du côté de l'édition, c'est vraiment un point important et qu'on sent aujourd'hui qui est mis en œuvre et qui est investi avec énormément d'attention. Du coup, j'avais envie de rebondir sur ce que tu disais, Cassandre. Et c'est vrai que toi, ce qui est assez particulier dans ton travail, c'est que tu mélanges l'écriture, la narration, le design d'interaction. Et du coup, je me demandais si dans un projet comme celui-ci que tu venais d'expliquer, quel était le rôle de l'écriture et comment est-ce que tu utilises l'écriture justement pour innover au sein de design d'interaction ou créer des nouvelles formes de jeux ou... Voilà, je pense que c'est un point qui est important. Puis du coup, peut-être que tu peux aussi nous en dire un peu plus sur ton jeu Terre de Luna. Alors, dans le jeu Citoyen-Mitoyen, je dois dire que l'écriture n'est pas hyper innovante, justement, parce qu'on se confronte aussi aux attentes des enseignants, au fait de devoir proposer un jeu vidéo qui soit jouable dans un certain temps donné, en salle de classe, et qui délivre aussi des informations, des connaissances théoriques sur, là, en l'occurrence,
sur l'histoire ou la géographie des personnes roms. Puis il y a énormément de choses à savoir finalement. Moi, je découvre aussi beaucoup de choses en travaillant sur ce sujet-là. Donc, que ce soit Citoyen, Mitoyen ou La Terre de Luna, l'écriture, là, pour le coup... Non, pardon, je reprends. Sur Citoyen, Mitoyen, l'écriture, elle sert à transformer donc, ces histoires de vie en scénarios qui soient jouables et qui puissent intéresser les adolescents. Donc, c'est un peu des tranches de vie comme ça. En fait, les personnages doivent retrouver leurs souvenirs. Et donc, en explorant la ville, ils vont se souvenir de choses. Tout d'un coup, ils sentent une odeur, ça va leur rappeler tel gâteau, tel, je sais pas. Et puis, en fait, les joueurs vont apprendre plus et sur la vie de ce personnage-là précis et sur l'histoire rome en général, ou même pas Rome, ou même d'autres questions comme la richesse en Suisse, comme les permis de travail, comme voilà, des choses assez variées. Et donc, le travail d'écriture va servir à ça. Pour un autre jeu vidéo sur lequel j'ai travaillé pour un musée qui s'appelle La Maison de la Rivière, là, le travail d'écriture, c'était pareil, transformer le savoir théorique et en mécanique de jeu et en dialogue, tout bêtement. Donc, voilà, amener ce savoir-là. Et sinon, pour le travail d'écriture sur d'autres projets qui sont plus personnels, l'écriture, là, c'est pas seulement le texte, c'est aussi la conception du jeu, la conception de l'architecture du jeu. Et ça va être sans cesse un aller-retour entre je rédige le récit, ensuite je réfléchis à dans quel statut je donne à mon joueur, ou lecteur, spectateur, auditeur. Et après, je reviens au récit parce qu'en fait, la structure du récit change tout le temps. Et donc voilà, c'est un peu des allers-retours sans cesse. C'est vrai qu'il y a un point commun entre maybe INA, you have that too in your work. Que avec des projets comme Oniri ou Terre de Luna, ce qui est intéressant, c'est de mélanger le numérique à l'analogue. Et du coup, j'avais envie d'en parler un peu plus. I don't know if you have this element in your work as well, but I think it will be interesting. Peut-être, Marion, tu peux nous en dire un peu plus sur la façon dont tu travailles entre le numérique et l'analogue, et puis comment tu en es arrivé à l'élaboration de Oniri. Oui, du coup, c'est vrai que nous, à notre studio Tourmaline, on s'est un peu spécialisé là-dedans à créer des jeux qui mélangent l'utilisation d'objets physiques avec des interfaces numériques. Et nous, c'est venu surtout d'une passion de joueuse avec mon associé. On aime beaucoup les jeux de plateau, les jeux de société, le côté tactile, chaleureux, des cartes, des dés, etc. Et pendant nos études, on avait fait un prototype de jeu de plateau numérique qui se jouait sur une tablette. Et chacun avait son smartphone qui était un peu son deck de cartes. Donc, c'est sa information plus privée. Et là, on avait envie de mélanger vraiment objet et écran. Vraiment de ne pas être en tout écran, mais de mélanger les deux. Et du coup, on a réfléchi à... qu'est-ce que ça change en fait d'avoir un plateau interactif, donc vraiment qui peut apporter de l'immersion et qui peut réagir en temps réel avec ces objets-là. Donc on a vraiment réfléchi à qu'est-ce que l'objet peut apporter au numérique en termes de sens, en termes de poids aussi, de réalité, on va dire. Et au contraire, qu'est-ce que le numérique peut apporter en termes de narration, en termes d'immersion. Et voilà, du coup, on est parti de là. On a fait beaucoup de tests avec des gens. On a observé comment est-ce qu'ils prenaient les objets, comment est-ce qu'ils les déplaçaient. Et on a construit comme ça, petit à petit, brique par brique. Voilà. Et du coup, do you want to add a point on that, or? What was the original question? It was the question was about the mix of analog and the digital, and because the work of Marion is really around that, and the work of Cassandra as well. So that was, I don't know if you have that element as well in your creative process.
clearly not as much as the other two, but it's of course always important to take reality into account and get a lot of inspiration from there to make the characters and the world feel immersive. So the inspiration comes a lot from reality and not just from other games. But of course, both is important. I think it leads to another question. Do you have any advice for someone who wants to start a career in video games? And maybe you can share with us your experience. How did you get into video games? And because it could feel maybe a bit intimidating or not knowing how to get there. I don't know if you have any advice or obstacles that you face that you wish you know before getting into this career. For me personally, it was really hard. As in, how do I say that? I was always told to not go into video games. I was always told I can do that later on when I'm older as a hobby or something. And nobody in my surroundings took it ever serious, even though I pretty much knew from the moment that someone actually makes video games, so that has to be a job. I want to do that. And I knew that is what I want to end up with. And I did listen to others and didn't go for that initially. So it took me a lot of time where I tried out other things and horribly failed at them because I never really was interested in them and just did it because I was told to. And in the end, it didn't work out. But then at some point, actually my therapist told me, just look beyond the borders and find a way to do it and just do it. And I was like, yeah, actually, why not? Fuck it, let's risk it. And I just applied at schools in Germany because I don't have a Matura. So I couldn't go in Switzerland to get that education. I just went to Germany and pulled it through. And that's how I got at least the education. And I think that's a good first step. Other ways is educate yourself and just create a game. A really great way to apply is if you have a portfolio, as in if you can show a company what you've already done. Even if it's not the most amazing AAA game, who cares? It's just you can make games if you can prove that you already have the first step in there. And in case for Switzerland, I think connections are extremely important. If you want to work here, if you want to create games here, it's great if you go to events like this one and meet the people, talk with them. Maybe you will work together in the future. Alors moi, comme Ayana, quand je suis rentrée dans les jeux vidéo, les gens me regardaient vraiment bizarre. J'ai quand même l'impression que ça s'est amélioré. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà du développement, et on n'y pense pas aussi forcément a priori, parce qu'il y a une image assez technologique forcément, il n'y a pas que ça dans l'industrie du jeu vidéo. Alors on disait qu'il y avait des milliers d'autres métiers. Bon, en fait, on les a comptés. il y en a 39, exactement. Non, mais c'est déjà pas mal. Voilà, donc il n'y a pas que le développement. Bien évidemment, c'est le cœur, la créativité, le développement, c'est le cœur de notre industrie. Mais après, tous les métiers classiques existent. Il y a une collègue qui m'a rejoint récemment et qui vient de l'industrie pharmaceutique et qui m'a dit « Mais j'aurais jamais cru que j'irais travailler dans le secteur des jeux vidéo. » Enfin, voilà, comme quoi c'est absolument possible d'un secteur ou d'un autre. Il faut absolument aller travailler dans les jeux vidéo parce que c'est un secteur qui a explosé effectivement ces dernières années, on va dire ces 20-25 dernières années, mais qui va aller encore beaucoup plus loin et beaucoup plus vite probablement sur les 5 prochaines années. Donc c'est le bon moment aussi, je pense, pour continuer à rejoindre l'industrie. Et du coup, quand tu dis que ça va évoluer, qu'est-ce que tu vois, toi, pour l'industrie du jeu vidéo? Dans quelle direction est-ce que tu penses que ça va aller? Surtout pour les femmes dans l'industrie. Je pense que déjà, toute l'expérience gameplay ne fait qu'évoluer. C'est une industrie qui se réinvente en permanence. Tu parlais tout à l'heure de l'interactivité analogique, numérique, je trouve ça vachement intéressant. On voit que les supports contribuent, nourrissent aussi le contenu et vice-versa. Donc forcément, quand la technologie évolue, le contenu évolue, etc. Et les studios, les créateurs font bien évidemment en sorte de repenser en permanence l'expérience pour le joueur. Et puis, tout à l'heure, je l'ai dit aussi, il y a l'e-sport qui est en train d'amener une dimension incroyable à ce secteur. On a maintenant des joueurs et des joueuses professionnels, semi-professionnels. Donc, on sait qu'on a maintenant autant de plaisir ou d'engouement à regarder des gens jouer. Moi, j'ai du plaisir à regarder mes enfants, ils me regardent aussi, etc. Enfin, voilà, on est en train de prendre une dimension qu'on n'avait pas encore connue dans cette industrie.
On a touché un peu la question de l'éducation. Comment est-ce qu'on pourrait du coup encourager les jeunes filles à commencer des carrières ou même à rentrer, à étudier que ce soit peut-être des filières plus autour de l'ingénierie, de la programmation ou embrasser des carrières dans le domaine du jeu vidéo. Et du coup, je me demandais, Cassandre, si toi, comme tu es aussi coordonnatrice de la programmation numérique pour les bibliothèques municipales de Genève, si ça faisait partie d'une des initiatives que tu mettais en place. Et comment tu voyais cet élément d'éducation? Parce que vice-versa, peut-être que les jeux vidéo peuvent aussi encourager les jeunes filles à commencer des carrières dans cette industrie aussi. Alors, aux bibliothèques municipales, c'est pas moi qui m'en occupe spécifiquement, il y a un étage qui est dédié au numérique dans lequel il y a des ateliers régulièrement. Et du coup, donc des ateliers par exemple de robotique ou de création de jeux vidéo ou apprendre à faire de la 3D, etc. Et en tout cas, on ne fait pas spécialement de promotion on ne cherche pas spécialement à atteindre des filles, mais c'est super mixte. Il y a autant des jeunes garçons que des jeunes filles qui viennent à nos ateliers, donc tant mieux. Et par contre, on travaille aussi avec Agenda 21 et notamment pour la semaine de l'égalité en mars prochain. Eux, ils vont organiser pas mal d'événements, des ateliers de code pour les femmes ou pour les jeunes filles, mais vraiment donc, en mixité choisie. Et je tiens également à faire un appel parce que de mars à juillet, donc 2019, il y aura justement une exposition multi-genre et jeux vidéo, donc avec une sélection de Marion Coville, et qui, je ne sais pas si toi tu la connais, mais qui est une commissaire d'exposition parisienne et puis surtout qui travaille énormément dans le milieu du genre jeux vidéo vraiment. Et donc là, ça va être sur une exposition sur les représentations des héros et héroïnes, sur les stéréotypes et leur évolution. Et donc ce sera une exposition aussi jouable. Donc on va organiser beaucoup d'ateliers et de tables rondes sur ce thème-là. Donc s'il y en a parmi vous d'ailleurs qui sont intéressés ou qui je sais pas, qui travaillent dans le domaine, n'hésitez pas à prendre contact avec moi parce qu'on cherche à étendre le réseau et à voir qui travaille là-dedans. Et donc à savoir aussi que le thème de la semaine de l'égalité 2019, c'est donc genre et numérique. Et du coup, il nous reste encore 10 minutes avant d'ouvrir les questions au public. Ce qui pourrait être intéressant, Marion, c'est peut-être que tu partages, ou peut-être aussi à Yannick, que tu partages avec nous l'expérience que tu as eue de monter ton studio, de devoir le promouvoir et puis aussi de commercialiser ton jeu Oniri. Ça serait intéressant peut-être que tu identifies les étapes principales qui pour toi sont fondamentales et peut-être donner quelques conseils à quelqu'un qui aimerait justement lancer son studio en Suisse. Peut-être que tu as quelle personne de la communauté tu as dû rencontrer ou peut-être donner des exemples de soutien. Ça pourrait être, je pense, intéressant pour des personnes dans l'audience qui auraient envie de faire leur carrière là-dedans. Alors, nous, on a créé notre studio quand j'ai terminé mon master Media Design à la HED, du coup. En fait, il y avait un concours d'entrepreneuriat qui s'appelle Génilem, qui est ouvert aux alumni des hautes écoles spécialisées de Suisse occidentale, et qu'on a remporté du coup en 2013, ce qui nous a permis en fait de créer la société. On l'a pas créée tout de suite, mais du coup on en avait la possibilité. Et ce qui nous a aussi lancé après, c'est un premier soutien de Pro Helvetia. C'était l'encouragement de la relève en design. Donc, bien qu'on ait démarré un jeu vidéo, on s'est dit que vu l'aspect objet, l'aspect physique, on pouvait ne pas se limiter à postuler à des bourses essentiellement jeux vidéo. Donc, on a cherché au niveau du design, de l'entrepreneuriat, on a vraiment frappé à pas mal de portes différentes. On a remporté aussi la première étape d'un concours qui s'appelle Venture Kick, du coup, qui s'adresse aux startups avec un fort côté innovation. Voilà, donc on a rapporté quelques bourses qui nous ont permis de faire la pré-production du jeu.
donc de créer nos premiers prototypes en fait. C'est comme ça qu'on a démarré. Et puis ensuite, on a fait une campagne de financement participatif sur Kickstarter l'année dernière pour financer la fabrication des boîtes de jouets. Donc en fait, pour vous expliquer, Oniri Island, c'est un jeu qui se joue sur tablette avec des jouets connectés. Donc on pose les personnages sur la tablette, on les déplace sur l'écran et du coup on vit une aventure à deux. C'est un jeu pour deux, c'est coopératif, donc on s'entraide pour progresser. Du coup, il y a un aspect jouet, jeu physique et une application numérique. Du coup, voilà, pour se lancer, on a postulé à plusieurs concours, on a fait une campagne de crowdfunding et évidemment, on a essayé de s'entourer le plus possible de professionnels du jeu vidéo, du monde du jouet, aussi des produits pour enfants. Vraiment, on a demandé de l'aide, des conseils à des gens qui avaient de l'expérience. Du coup, je dirais que c'est un peu ça mon conseil, c'est vraiment bien s'entourer dès le départ de personnes qui ont dû déjà faire le travail et qui peuvent vraiment enrichir notre réflexion, ne pas faire les mêmes erreurs, enfin essayer de ne pas les faire et ouais, de nous aider à y voir plus clair parce que c'est pas forcément des métiers très balisés aussi ce qu'on fait. Donc c'est vraiment bien de s'entourer dès le début de ce genre de projet. Je pense qu'on peut ouvrir les questions à l'audience. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à nos intervenantes ce soir? Non? Pas de questions? Est-ce que du coup, il y a peut-être quelque chose qu'on aurait dû évoquer, qu'on n'a pas évoqué ce soir, ou un mot que vous aimeriez ajouter? Non, on a fait tout. Vous avez beaucoup parlé de l'activité des femmes dans les jeux vidéo, un petit peu de la représentation. Et moi, ça m'intéresserait de savoir s'il y a des secteurs qui sont carrément, franchement, consciemment féministes dans ce secteur. Et des jeux qui essayent de changer les représentations de cette manière. Alors, moi, je pense que oui, c'est le cas. Alors, ce n'est pas le cas de façon imposée et stricte, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment une volonté d'ouverture dans la représentation. Il y a vraiment une volonté d'être dans un respect profond. Donc, il n'y a pas de format imposé, ou je sais pas, ou de chiffres, ou de choses comme ça, hein, comme on pourrait l'imaginer. Mais si ça répond à votre question, ce qu'on voit évoluer, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes aussi à la tête des studios. Et la question aussi qu'on évoquait et qu'on pourrait voir arriver dans les prochaines années, c'est qu'il y ait des systèmes d'une certaine manière, un petit peu de contrôle. Aujourd'hui, ça n'existe pas exactement, mais demain, on peut imaginer que lorsqu'un jeu est développé, on ait à un moment donné comme un conseil, un petit peu de contrôle ou d'audit qui puisse évaluer quand même les pourtours de sa représentation et de sa représentativité. Donc c'est plus dans le sens de l'amélioration que sur quelque chose qui serait strict et imposé. Je ne sais pas si ça répond à votre Non, je ne pensais pas à un contrôle ou à des normes, je pensais à des exemples de jeux intéressants qui soient féministes, parce qu'ils veulent faire avancer des représentations différentes des femmes, avec des personnages différents, des stéréotypes différents. Alors, comme tout à l'heure, j'ai cité les Sims, j'aurais tendance à revenir à celui-ci, mais est-ce que peut-être vous pensiez à autre chose que ça? Pour moi, parce que les Sims, c'est 18 ans aujourd'hui, et dès le départ, la proposition qui faisait de représentation du personnage féminin était assez ouverte et de la famille. Donc, je pense que dans le paysage des jeux qui existaient à l'époque, c'est vraiment celui pour moi qui symbolise exactement ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples, mais qui ne sont pas forcément très connus, notamment dans le monde du jeu indépendant. Moi, j'ai un exemple en tête. Alors, je
je ne sais pas si c'est féministe, mais quand même, il y a une représentation qui est, on va dire, volontairement, qui s'éloigne beaucoup des stéréotypes. Je pense au studio Accidental Queens et aux jeux qu'elles ont fait, notamment A Normal Lost Phone. C'est un jeu où on trouve un téléphone par terre et on commence à browser dans le téléphone et on s'aperçoit qu'il appartient à une personne queer. Il est arrivé quelque chose à cette personne et on commence à voir un peu toute sa vie, qu'elle mène une double vie. Et du coup, voilà, ça donne à voir des représentations au niveau du genre, des personnages qui s'éloignent vraiment des stéréotypes. Et le jeu, clairement, est politique pour ça. Donc, et c'est pas le seul exemple. Là, j'en ai un en tête, mais il y en a beaucoup d'autres, je pense. Je voulais dire aussi par rapport au... Enfin, je pense de nouveau du côté scénario et qui on représente et comment on représente ces personnes-là. Moi, je sais donc, c'est d'exemples personnels. Dans mes scénarios, j'ai beaucoup, à chaque fois, mis en avant des hommes, plutôt, des hommes gays. Et en fait, c'est drôle, finalement, je n'arrivais pas à mettre en scène... à me mettre en scène moi ou à mettre en scène vraiment des problématiques féminines parce que on peut aussi avoir cette sorte de mépris pour tout ce qui est connoté girly, pour tout ce qui est connoté s'interroger sur notre corps, sur toutes ces thématiques-là. Et en fait, on essaye au fur et à mesure de comprendre comment, oui, effectivement, il y a plein de problématiques, de thématiques qui sont importantes. C'est aussi important d'en parler et de oser en fait amener ces thématiques-là et pas celles qui sont. À chaque fois, je faisais des détours en fait. Je parlais d'autres personnes pour parler de moi et je trouve que prendre conscience de ça aussi, ça permet d'avoir des scénarios plus forts et puis beaucoup plus caractérisé, puisque finalement on connaît mieux ça que les autres personnes dans lesquelles on peut se projeter. On se dit c'est intéressant de parler de telle ou telle thématique. Une autre question? Oui, juste là. Bonjour. Je voulais dire qu'en tant que personne trans, en fait, le jeu vidéo était hyper important pour moi. C'était la première échappatoire en fait au public et je pouvais prendre une personne, être cette personne et être librement cette personne en fait dans un monde virtuel, dans un espace public virtuel en fait. Et moi, quand on targue Lara Croft de sexisme et tout ça, moi, je suis pas d'accord en fait. Pour moi, c'est une combattante, Lara Croft. Et quand j'étais à Lara Croft pendant des heures, ou April Ryan dans The Longest Journey, ou Kate dans Siberia, pour moi, c'était des femmes fortes qui menaient une quête. Et pendant des heures, j'étais cette femme forte qui menait cette quête en fait. Et je pense que c'est déjà des récits qui sont importants, en tout cas pour les personnes trans qui n'osaient pas aller dans l'espace public, ou après dans la création d'avatar, de créer son propre avatar, d'être qui on voulait être virtuellement en fait. Voilà, je voulais juste dire ça. Merci. Une autre question ou un point ajouté? I would like to say thank you for this debate. Now I realize that it's that another sphere of our life which is not really represented as I think it should be. But I have a question. Do we have any guidelines how to create games? What part of the society should be represented in the games? Because I heard that, for example, for movies, it's already regulated, especially I think in the EU and in Hollywood. But what about games? What about the game world? Is there any guidelines? What do you think? Or did you follow any guidelines, or did you maybe make your own guidelines? I mean, a direct written down guideline, I think, as a rule or a law shouldn't be necessary, but it's super important to take it into consideration. When I started on my game, when we created the characters, we decided to go at least for 10 characters, so we can do around 5 males
and 5 females. And then I made sure, okay, what else do we need to take into account? What else do we want to represent? So we represent as many different people as possible. Of course, keep them all unique and with their personality very different, but also out of the ethnicity, for example. We have redheads, we have blonde people, we have black people, we have white people. And in my game there is also a trans person in there. And all of that will become topic. And I mean, for myself, yes, I had a guideline. I wanted to be sure to have people that are gay. I wanted to have people that are trans. I wanted to have tall women, and I wanted to have small men, and I wanted to have let's say marginalized groups, but also maybe some that are not marginalized at all, also in there. And all of those things can become topics within the game, and some of the characters struggle with these things and some maybe not, and maybe you as a player struggle with these things. And so it offers you ways to engage with it, either in a responsible way. Maybe you assure the character that what they're going through is fine and it's okay, or maybe you're just a dick about it and want to find out how the character reacts to that. It's a game, and it's supposed to explore those things, and I think to have guidelines set for yourself is very important. But I think it shouldn't always be forced, because sometimes it's a bit hard to include all of them. Une autre question? Oui, juste au fond, puis après, du coup. Moi, je voulais savoir par rapport à la statistique qui dit qu'on a 47% de gameuses, je voulais savoir est-ce qu'il y a sur certains jeux, il y a plus de filles que sur d'autres, parce qu'on pourra avoir un petit peu les stéréotypes classiques, Call of Duty, il va y avoir très peu de femmes. Et je voulais savoir si, à votre avis, par exemple, si on décidait à un moment donné de créer un jeu vraiment destiné aux femmes, est-ce que pour vous ça fait avancer le propos, ou au contraire c'est contre-productif? Alors oui, alors il y a déjà le marché, il a évolué par rapport quand je dis qu'il y a 47% de joueuses en France. On sait aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui sont arrivées récemment, et là je voudrais pas que ce soit un stéréotype ce que je vais dire, hein, mais c'est vrai que les jeux sur mobile ont amené beaucoup de joueuses, et ça on le sait. Et aussi, ce sont des joueuses qui, pour certaines, vont rechercher ensuite ou découvrir qu'il existe des expériences de gameplay plus riches, plus variées, plus originales ailleurs. C'est ça qui fait que du coup, le public féminin est en train de changer. Alors donc après, si je reprends votre question dans l'autre sens, ça veut dire qu'on va aussi faire en sorte que la proposition qu'on leur fait évolue, puisque du coup, elles vont être de plus en plus nombreuses. Donc, on va se poser la question de savoir comment on inclut davantage de femmes aussi au niveau des studios, de sorte que la proposition de jeu soit aussi plus attirante et intéressante pour elles. Donc, tout ça se nourrit et fait que, effectivement, maintenant, ça donne lieu à des jeux qui sont ultra ciblés alors, à une audience féminine. Il y en a de plus en plus, mais parce que pas strictement pour répondre à une audience féminine, mais pour être capable de répondre à toute notre audience. Donc vous allez avoir de plus en plus de jeux, parce que notre audience est justement de plus en plus large. Oui, je trouve aussi qu'il y a... c'est pas par exemple des jeux vidéo faits pour les femmes, mais que c'est plutôt... Qu'est-ce qu'on leur dit, comment on en parle. Par exemple, je trouve que la grande difficulté pour nous, c'est de déconstruire aussi les codes qu'on a appris dans les jeux vidéo, ce qu'on a aimé dans les jeux vidéo, par exemple, je sais pas, les représentations même des corps masculins et féminins, ça aussi, il faut déconstruire et proposer d'autres choses. Mais avant, il faut s'en rendre compte, il faut identifier toutes ces problématiques et il faut proposer d'autres manières de faire. Je vais parler
des films porno d'hier soir que projetaient les créatives. C'était une sélection de la fête du slip. C'était sur le plaisir féminin. Et en fait, ils avaient fait cette sélection-là parce que c'était des réalisatrices qui avaient fait ces films. Et moi et puis d'autres filles dans la salle, on voyait pas en quoi ça changeait en fait les codes du genre du porno et en quoi ça représentait spécifiquement le plaisir féminin. Et avec les intervenants de la table ronde qui a suivi, on se disait oui, en fait, on est tellement aussi nous dans des codes, on a tellement appris différentes manières de représenter, différents langages cinématographiques. Différents langages de forme, que en fait c'est un énorme travail aussi de repenser ça, de proposer des alternatives. Et voilà. Moi, je voulais revenir un peu à cette question de est-ce que faire des jeux spécifiquement pour les femmes, c'est la réponse à la question. Je pense que oui, mais pas totalement. C'est aussi comment on représente les femmes dans des genres de jeux qui ont été jusqu'à présent très dominés par les hommes. Je pense au first-person shooter notamment. Et en ce moment, il se passe quand même des choses assez intéressantes. Je prends l'exemple, par exemple, d'Overwatch. C'est un first-person shooter où on a des personnages féminins qui s'éloignent des stéréotypes, qui sont très diversifiés en termes de corps, en termes d'attitude. Et oui, on sent vraiment un changement, même du côté des grands studios. Il y a Fortnite aussi, où j'ai trouvé qu'il était agréablement gender-friendly. Enfin, on sent plus ce côté hyper guerrier, hyper masculin. Et pourtant, c'est des jeux qui ont, on va dire, un historique très masculin en termes de représentation. Donc c'est aussi, je pense, là-dessus où c'est en train d'évoluer et où c'est agréable de voir des propositions qui s'éloignent des stéréotypes. Voilà. Et tout à l'heure, justement, on parlait des productions indépendantes. Elles jouent un grand rôle à ce niveau-là, puisqu'elles permettent d'amener vraiment tout un tas de nouvelles propositions, de nouveaux environnements. Ce sont souvent des productions qui sont super enrichissantes. Et moi, je pense alors du coup là, à un jeu où il n'y a pas de représentation du genre, mais qui va bien au-delà de ça, c'est Unravel. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un petit personnage, et en plus c'est un jeu coopératif. Et du coup, toute la philosophie aussi du jeu est différente. Donc, il y a bien évidemment le caractère, le personnage dans le jeu, mais il y a aussi l'univers du jeu. Et on va jusqu'à des univers qui sont très différents de ce qu'on a pu connaître quand tu parles strictement du shooter ou de la vision qu'on pourrait avoir à l'origine du jeu hyper gamer, hyper violent, etc. Bien évidemment, il existe, mais c'est plus que ça du tout. Et d'où cette idée aussi de permettre à l'industrie de prendre de plus en plus la parole pour se faire connaître, bien évidemment dans le cadre de sa professionnalisation, mais aussi du grand public, des parents, etc., etc. Une autre question ? J'ai une question de maman, en fait, pour savoir quel jeu vous conseilleriez à autant des filles que des garçons, mais qui justement donne une bonne représentativité des genres. Et à quel âge on commence aussi. Alors moi, je vais répondre parce que j'ai 2 enfants de 16-10, un garçon et une fille. Ils ont eu obligation de jouer depuis tout petit, c'est-à-dire avant qu'ils marchent. J'avais acheté un clavier un peu spécial. Et alors, pour le coup, des jeux, il y en a plein. Moi, là, c'est la maman qui va parler. J'adore les jeux qui sont coopératifs pour les enfants parce que j'aime bien qu'on sorte de l'idée que les jeux vidéo, c'est un truc hyper solitaire, vous allez vous enfermer dans votre chambre, etc. Non, c'est un jeu en famille. On a tous joué en famille depuis longtemps. Enfin, moi, je remonte à l'ancien millénaire. Et le jeu vidéo, c'est ça aussi. C'est une expérience de loisir qu'on peut avoir à plusieurs. Alors, surtout quand on a plusieurs enfants, le fait qu'ils jouent ensemble dans une fratrie, parce qu'ils vont apprendre aussi des valeurs de coopération. Quand mes enfants arrivent à bien s'entendre grâce à un jeu vidéo, je suis super contente. Ça répond à votre question de maman ou...
Ah oui, j'en ai plein. J'ai cité Unravel, par exemple. C'est un très bel exemple pour tous les âges. J'ai cité les Sims tout à l'heure aussi. C'est un très bel exemple pour un enfant. Alors ça va dépendre du support, mais voilà, il y en a plein. Mais voilà, je vous en ai cité un. Je pourrais vous en donner d'autres si vous voulez. Moi, je vous conseille les jeux créés par le studio Toka Boka. Voilà. C'est un studio suédois, je crois, enfin scandinave en tout cas. Et ils ont une approche très intéressante pour les enfants. Ils font pas mal de jeux sandbox, bac à sable, où vraiment c'est la créativité qui est mise en avant. Il n'y a pas vraiment de script défini dans le jeu, mais voilà, on va pouvoir faire des gâteaux, ou couper les cheveux de son personnage, ou créer un petit monde avec la forêt, la rivière, etc. Et c'est des jeux très gender-friendly. Où vraiment il n'y a pas de représentation cliché dans les personnages. C'est super rafraîchissant. Voilà, c'est Toka Boka. Une autre question? Ok, vous avez peut-être un élément à ajouter, ou sinon je pense qu'on peut conclure notre session s'il n'y a pas d'autres questions. Ok. Merci beaucoup à toutes pour votre intervention ce soir. Et puis je vous invite à aller voir les jeux en bas.